Bienvenue dans ce débat. Notre bus stationnait à Molenbeek aujourd'hui et c'est des enjeux que doit relever cette commune dont nous allons parler avec nos invités. Ils sont 6 ce soir sur notre plateau. 3 femmes et 3 hommes. Et avant de leur donner la parole, quelques chiffres pour vous situer Molenbeek. La commune s'étend sur, vous allez découvrir le chiffre tout de suite, 589 hectares et elle comptait un peu plus de 97 000 habitants au 1er janvier 2018. Et au vu de la pression démographique, elle atteindra bientôt la barre des 100 000 habitants. La commune est dirigée par la libérale Françoise Keepmans à la tête d'une majorité composée du MR, de l'Open VLD, du CDH, du CDNV et d'Ecolo Groen. Dans l'opposition, on retrouve le PS et le SPA qui étaient pourtant arrivés en tête des suffrages au soir des précédentes élections. Il y a aussi dans l'opposition Défi, Islam, la NVA, le PTB et des indépendants. Quand on parle de Molenbeek, on pense évidemment très vite aux attentats et à l'image désastreuse donnée à la commune à cette occasion. Les habitants le regrettent toujours, comme a pu le constater sur le terrain Michel Gaillard, que l'on retrouve tout de suite. Molenbeek est certainement la commune dont on a le plus parlé en Belgique, mais aussi dans le monde ces dernières années. Oui, mais nous disent beaucoup d'habitants, ceux qui sont venus ici n'ont pas pris le temps de connaître réellement Molenbeek. On peut être très heureux ici. Parmi les points positifs, la diversité de la commune, les nombreuses activités qui sont proposées, les structures communales ou associatives. Les points négatifs, c'est d'abord la saleté, avec cette question qui revient si souvent, comment éduquer les gens à ne pas sortir leurs poubelles n'importe quand, à ne pas jeter leurs ordures n'importe où. Autre problème, la mobilité. Je ne prends même plus ma voiture pour venir ici, nous dit un riverain. Et aussi la lourdeur de cette image d'une commune un peu ghetto dont il est difficile de se défaire. Voilà autant de thèmes que nous tenterons d'aborder dans l'émission si on en a le temps, mais on va en aborder plusieurs, rassurez-vous. Alors le principe de l'émission, c'est de donner la parole à des Molenbeekois. Voici tout de suite une première question, vous allez voir, elle est très directe. Bonjour, je réponds au nom de Laure Ndaya. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la sécurité de la population à Molenbeek ? Voilà, une question très courte et très simple finalement qui ouvre ce débat. C'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Et c'est vous, Catherine Moreau, qui avez tiré le numéro 1. Vous êtes tête de liste PS-SPA. Quand on lit le bilan de la majorité en termes de sécurité, elle se targue d'une diminution de cette criminalité. Elle se targue aussi d'avoir assaini la commune grâce à l'action policière menée dans le cadre du plan Canal. Vous dites quoi ? Vous peut mieux faire par rapport à ce problème ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a loupé une occasion majeure en réalité de combler le déficit qu'on a en hommes, en agents de police. On avait en 2015 un déficit à 125 hommes, donc moins 125 hommes pour la zone de police. Et je pense que cette majorité aurait quelque part pu profiter, entre guillemets, des attentats pour aller chercher ces 125 hommes. Et malheureusement, le pacte que cette majorité a fait avec Yann Yambon n'a ramené qu'entre 19, 37, vous avez dit 50 la dernière 50, fois. Hein. Oui, 50, c'est ce que j'ai entendu. Moi, mes retours du terrain disent que c'est surtout des policiers qui sont venus dans le cadre du plan Canal, qui n'ont finalement pas vocation à rester dans la commune, qui ne connaissent pas la commune et qui ne sont pas assez nombreux. À cela s'ajoute le fait qu'on a demandé à l'ensemble du corps de police local d'exercer des missions qu'ils n'exerçaient pas auparavant. Et le tout combiné a finalement amené un sous-effectif sur le terrain. Et je ne pense pas que la sécurité se soit améliorée grâce aux forces de police, malheureusement, qui par ailleurs font un très bon travail, je ne le nie pas, mais je pense surtout grâce à la conscience des citoyens et au changement de certains dans leur vie de tous les jours. Alors, Michael Vossart, bonsoir. Vous êtes tête de liste Défi. Est-ce que vous êtes aussi sévère ? Vous êtes aussi dans l'opposition ? Vous êtes aussi sévère que Catherine Moreau ? Je dirais que Défi, c'est une opposition, depuis le départ, constructive. Et donc, je ne vais pas cracher dans la soupe. Il est vrai que le plan Canal a permis d'avoir, pas un refinancement structurel de la zone, mais des moyens supplémentaires, des moyens humains. Et c'est vrai que là, je le déplore, c'est que nous n'avons pas des agents de proximité, ces agents de quartier que la commune a vraiment besoin. C'est ça, ce que j'entends des citoyens, c'est qu'ils veulent avoir des agents de quartier, des agents qu'ils connaissent. Alors, il y a eu un travail sur les commissariats de quartier, mais je pense que nous, on aimerait qu'on ait tout simplement
des commissariats mobiles, des kiosques de police dans des zones qui sont pas à risque mais difficiles. Je vous donne un exemple. Quartier Ribeaucourt, eh bien là, il faudrait une présence effective pour notamment lutter contre le trafic de drogue. Donc oui, il y a besoin d'avoir plus de moyens. On doit renégocier ce plan Canal parce que je pense qu'on doit réaffecter ces moyens-là financiers dans de l'humain. Et donc des agents de quartier, on en a besoin au minimum de 10 agents dans notre zone. Alors, Ahmed El Kanouz, bonsoir. Vous êtes tête de liste CDH-CDNV+. Alors, vous avez entendu Catherine Moreau, on aurait raté l'opportunité créée par le plan Canal. Vous lui répondez quoi? Vous comprendrez que je vais m'inscrire en faux, évidemment, par rapport à ces affirmations. Je pense que les chiffres qui ont été avancés par la bourgmestre et par la zone de police... Donc c'est 50 policiers, vous dites? Nous avons effectivement 50 policiers. Maintenant, effectivement, il y a un problème majeur, c'est celui de l'organisation générale de la police qui touche pas que Molenbeek, mais l'ensemble des communes. C'est toute cette possibilité qui est donnée aux agents de pouvoir changer de zone, et ça nous affecte aussi évidemment. Alors il y a un débat qu'il faudrait avoir lors de la prochaine élection. Madame Moreau, c'est évidemment la norme SEC qu'il faudra revoir en matière... Là, expliquez-le en 2 secondes. C'est la norme qui est prise en considération pour calculer les moyens qui doivent être attribués aux zones de police, qui est problématique parce qu'elle date de 2000 et que depuis lors, vous avez donné les chiffres de l'augmentation de la population de la commune de Molenbeek. Nous sommes en train de flirter avec 100 000 habitants et l'évolution de celle-ci est vraiment problématique. C'est la norme. Oui, attendez, parce que là, on va... Pardon, c'est la norme. Excusez-moi. Si vous permettez, on va respecter l'ordre du temps. Merci de m'avoir corrigé. Merci de m'avoir corrigé. Donc cette fameuse norme CAUL, effectivement, est problématique. On sait très bien que certains partenaires anglophones refusent de la revoir et ça nous pose un problème. Pour le CDH et le CDNV, ce qui est important, c'est évidemment profiter de cette embellie sur le plan de la sécurité. Et tous les habitants de tous les quartiers réclament effectivement qu'il y ait plus de sécurité. Nous avons amélioré celle-ci, moins 17% de la criminalité en général, tout type de criminalité, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que davantage de moyens soient investis dans la police de proximité. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une police qui soit là pour faire de la prévention, qui soit là pour faire de la médiation, mais qui soit là aussi pour être proactif par rapport à d'éventuelles situations qui pourraient mettre en équilibre ou mettre en difficulté, je dirais, la cohésion dans les quartiers. Alors, Dirk de Blok, bonsoir. Vous êtes tête de liste PTB. Alors, j'ai lu le petit magazine que vous mettez dans les boîtes aux lettres à Molenbeek. Sauf erreur de ma part, j'ai rien vu sur la sécurité. Est-ce à dire que ce n'est pas une priorité pour vous? Absolument pas. Donc la sécurité est bien une priorité. Je pense que ce qui manque à Molenbeek, c'est une police de proximité, comme beaucoup disent. Mais le comité P, en 2014, a critiqué la zone de police de Molenbeek, qu'en fait, sa police de proximité n'est qu'un slogan et pas une pratique. On n'a pas arrangé ça avec les commissariats de police. C'est une vision qu'il faut changer et on marche par interventionnisme. Et donc, il faut avoir plutôt des agents de quartier qui vont vraiment à la rencontre des gens. Donc, le comité P critique justement le manque de présence et le manque d'intervention quand il y a des actes d'incivilité qui sont justement posés par des gens. Et donc, ce n'est pas une question du passé. La semaine passée, les commerçants de chaussées de Gand demandaient exactement la même chose, que les policiers sortent de leur voiture et font en fait le quartier à pied à la rencontre des gens. Ça, c'est la vision qu'il faut. Évidemment, on doit investir aussi dans la prévention, il faut le dire. Parce qu'il y a eu le plan Canal répressif. Maintenant, il faut un plan Canal dans l'enseignement, dans le socioculturel. Oui. Parce qu'il manque cruellement des moyens d'encadrement de notre jeunesse. Alors, Sarah Turine, bonsoir. Vous êtes tête de liste d'écolo Samen. Vous avez entendu Dirk de Blok. Il a manqué un volet prévention dans le plan Canal. C'est votre avis aussi ? Oui, en tout cas au niveau du plan Canal. Et le plan Canal, il n'a pas été négocié avec la commune, contrairement à ce que Mme Moreau disait. Ça nous a été imposé. Et pour moi, c'était surtout un plan de communication du fédéral. Alors bien sûr, il y a eu des policiers supplémentaires, mais pour lesquels on a donné des tâches qui, pour moi, n'étaient pas prioritaires par rapport au travail de terrain à Molenbeek. Et effectivement, il y a une police de proximité. On a mis en place des commissariats de quartier. Maintenant, il faut que les policiers soient plus nombreux au niveau de la police de proximité, qu'elles soient présentes dans les rues à pied et à vélo et surtout qu'elles connaissent les habitants et que les habitants connaissent leur agent de quartier, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ça, c'est l'enjeu numéro 1 par rapport à la question de la police. Alors, Françoise Skepmans, vous êtes la dernière à prendre la parole. Vous êtes à la tête de la liste de la bourgmestre Skepmans. Vous avez entendu quelqu'un qui est pourtant membre de votre majorité qui parle du plan Canal en disant que c'est un plan de communication du fédéral, donc du MR. Vous répondez quoi à ça ? Alors, nous avons eu 50 policiers en plus, c'est une réalité, et on les a eus très rapidement au mois de février. Il y a un aspect
sécurité, il y a un aspect prévention, parce que nous avons également obtenu des fonctionnaires de prévention, des agents de prévention qui ont été directement financés par le fédéral. C'est un apport qui est venu du fédéral, qui n'est pas venu de la région. Je pense Madame que c'est Turine important dit le contraire, de qu'il le n'y a pas eu de rappeler. prévention. La cellule de prévention a été renforcée, notamment par une subvention du fédéral. Mais au-delà de ça, je voudrais surtout insister sur le fait que le cadre est rempli à Molenbeek. Il ne manque pas de policiers et que les investissements dans la police ont été plus élevés, puisqu'on est passé pour la commune d'une dotation de 17 millions à 22 millions d'euros en quelques années, sous cette législature. Donc l'effort pour la police a bien été réalisé. Alors, en termes d'investissement, il y a eu la vidéosurveillance. Au début de législature, tout le monde disait « Oh, horreur, vidéosurveillance, Big Brother ». Et puis finalement, on s'est rendu compte que même les habitants souhaitent cette vidéosurveillance. Cette vidéosurveillance, notamment aussi pour lutter contre les incivilités. Il y a eu 2 nouveaux commissariats de quartier qui ont été ouverts. Ça fait 5 commissariats avec la volonté, évidemment, de faire en sorte que les agents soient plus dans la rue. C'est pour ça qu'on a pris cette mesure avec des horaires bien particuliers. Donc, il y a eu un effort constant, diminution de la criminalité, focus notamment sur la petite criminalité avec les stupes, après des attentats, puisqu'on savait bien que c'était la petite criminalité qui nourrissait le radicalisme. Par rapport à ça, je voudrais lancer le débat sur cette ordonnance d'interdiction de rassemblement dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue qui a été donc décidée pour le quartier Ribeaucourt. Vous auriez fait la même chose dans la majorité, Monsieur Vossart, ou pas ? Non, j'étais contre l'interdiction de rassemblement, d'ailleurs j'en ai parlé, mais je voulais vous expliquer que par rapport au trafic de drogue, il faut se mettre... donc il y a 2 éléments. Le premier, c'est d'abord comment on a une présence effective de la police, et je vous ai dit que de notre côté, nous aurions estimé qu'il y avait une présence policière effective avec un kiosque de police et non pas des interdictions de rassemblement. Ce n'est pas la philosophie de Défi d'interdire le rassemblement dans la commune. Ensuite, il y a aussi, et mettez-vous à la place de ces familles, de personnes qui sont dépendantes de la drogue et dont elles ne trouvent pas de solution pour leurs enfants, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une prise en charge. Et là, nous, on veut qu'on insiste, on a parlé de prévention, on veut qu'on insiste là-bas sur ce travail, avec notamment la SBL Transit qui reçoit des moyens non négligeables, et il faut absolument travailler là-dessus. Alors Sarah Turine, vous plaidez-vous pour l'installation d'une salle de consommation de drogue à moindre risque dans le quartier Ribeaucourt? C'est votre volet prévention, ça veut dire que cette ordonnance d'interdiction de rassemblement, c'était pas trop votre truc, si je peux m'exprimer ainsi? Alors par rapport à Ribeaucourt, ce qui est sûr, c'est que c'est sur le fameux axe entre Simonis et Isère où on sait que se déroule le principal trafic de stupéfiants de l'ensemble de la région bruxelloise. Et donc c'est reconnu non seulement par les acteurs associatifs, les acteurs de la santé, mais également par la police, qu'une salle de consommation à moindre risque... Donc elle peut s'installer sur le territoire de la commune, vous voulez dire? Ce serait vraiment très important qu'elle puisse s'installer sur cet axe-là, et pourquoi pas à Molenbeek. Il y a un projet qui est en cours. Le problème, c'est qu'il y a encore des barrières au niveau de la possibilité légale de le faire, et donc il faut absolument que le fédéral entende le message là-dessus, mais aussi par rapport à la question de la légalisation du cannabis. Parce que, on ne va pas entamer un débat là-dessus, mais je voudrais faire réagir parce que ça me paraît important. En fait, les jeunes qui arrivent à la consommation de drogue dure, mais également dans la criminalité, c'est notamment par la porte d'entrée des drogues douces, et les policiers perdent beaucoup de temps dans des actions qui ne servent à rien, puisque les gens sont relâchés sur le terrain après, et donc il faut vraiment pouvoir séparer les deux débats. Mais on a besoin de l'aide du fédéral, il faut absolument que le fédéral entende les communes là-dessus. Je vous ai déjà lu, vous dites non à une salle de consommation sur le territoire de la commune. Voilà, moi je suis favorable à ce que des mesures d'accompagnement soient prises, évidemment, mais cette salle de consommation, je la verrais plutôt le long du canal, dans un endroit qui n'est pas aussi résidentiel, qui n'est pas aussi habité. Et donc il y a des opportunités qui se présentent, notamment à côté du magasin de l'espace M. Là. Je pense que ce serait tout à fait intéressant de le faire là, et qu'il y ait également des services tels que le Médibus, Transit, des infirmières, qu'on prenne véritablement en charge le suivi de ces toxicomanes. Madame Moreau, vous êtes favorable, vous, à cette mesure? Alors,
Je pense que face à la drogue, il nous faut une triple approche. Il nous faut une approche préventive, il nous faut une approche répressive et évidemment, il nous faut une approche de santé publique. Et dans cette approche de santé publique, il y a toutes sortes d'acteurs à mettre en maillage, à continuer à enrichir et à mettre en partenariat les réseaux. Il y a déjà des associations qui y travaillent. Ce projet est un projet parmi d'autres qui est tout à fait intéressant. Et l'ordonnance, vous l'auriez prise, vous, d'interdiction de rassemblement? Je ne pense pas que je l'aurais prise, mais je vous l'ai dit. Et j'aimais bien de répondre quand même à Madame Skepman sur la question de la dotation à la police. Il ne faut pas oublier que la situation que vit notre commune aujourd'hui en termes de police, elle est liée à un définancement du gouvernement MRNVA de la police. Alors, une réponse rapide, et puis je passe la parole à M. Debloc et à M. Elkanous. Rapidement, s'il vous plaît, la réponse à cette critique précise. Oui, mais pendant toute cette campagne électorale, la critique est venue... Ah, attention, Skepman, elle fait partie du MR et donc nécessairement le gouvernement MR-NVA est mauvais pour Molenbeek. Mais des réponses concrètes par rapport aux politiques qui sont menées sur le terrain à Molenbeek, j'en ai peu entendu. Et donc moi je dis, on a beaucoup investi dans la police, on a investi dans la prévention et moi je ne regrette absolument pas les interdictions de rassemblement. C'était une demande qui venait également des habitants, des citoyens. Le trafic de drogue se développe auprès des stations de métro. Et moi, je souhaiterais que, justement, la région investisse plus et que la STIP soit également présente par rapport à ces endroits. Or, la commune se sent Madame Skepman, seule. s'il vous plaît, Monsieur Debloc. Désolé, j'habite à Ribeaucourt. Il n'y a rien qui a été résolu par l'interdiction de rassemblement. Le problème a été déplacé et on a même fait naître le problème dans d'autres stations de métro. Et maintenant, chaque jour, j'utilise la station de métro et je vois des gens utiliser l'héroïne. Alors franchement, il ne faut pas attendre le local d'usager. On peut agir maintenant, mais en fait, on voit quasi jamais une permanence continue de quelqu'un dans la station de métro. J'y vis, j'y passe tous les jours. Et je voudrais intervenir encore une chose. Attendez, parce que M. Elkanous, je ne sais pas. Je vais terminer et puis je donne la parole à M. Elkanous qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Je trouve que la commune n'est pas du tout ambitieuse au niveau de sa prévention contre les dépendances. On demande depuis 4 ans avec le PTB un plan ambitieux scolaire. Alors franchement, il y a une conseillère de votre parti qui doit avouer que si l'association de parents n'aurait pas demandé une session d'information sur les drogues, en fait, la commune n'aurait rien prévu. Ça, c'est la réalité et il faut changer ça. Ouais. Monsieur Elkanous, très rapidement, vous pouvez répondre aussi à Monsieur Debloc par rapport à ce manque de politique de prévention. J'entends, mais non, mais c'est absolument, c'est pas correct. Je crois que Monsieur Debloc a l'habitude de transformer certaines réalités, Monsieur Debloc. Dans nos écoles communales, il y a un programme qui prévoit de faire de la sensibilisation au niveau des écoles primaires. On a vu passer plusieurs projets. Ça reste certes insuffisant, mais il y a un travail de sensibilisation et de prévention qui est mené au sein de nos écoles. Maintenant, par rapport à l'interdiction de rassemblement, la bourgmestre l'a rappelé, c'est effectivement une demande qui émane avant tout, et je tiens à le rappeler, par la population, que ce soit dans le quartier Ribeaucourt, que ce soit dans le quartier Bécane. Nous avons eu... Et quand on vous dit on a déplacé le problème ailleurs? Mais évidemment c'est inévitable. Je pense qu'il y a une action qui va marquer le coup, qui va donner des résultats sur le moment. Et je pense que les analyses policières montrent bien qu'il y a un déplacement de ce problème. Si vous permettez que je termine. Ce qu'il faut, les agents, on a le cadre qui est complet. Moi, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre une action de prévention, et il y a une série d'associations qui font un travail formidable. On parlait de transit. Il faut simplement plus de moyens, et effectivement, il faut légiférer pour donner des outils pour une prise en charge beaucoup plus ferme de la part des toxicomanes lourds, mais aussi un soutien aux familles. Et je pense que si on veut réussir une politique qui montre ses effets, qui donne des résultats, il faut aussi que la région bruxelloise, qui a dans ses compétences aussi le soutien justement à la lutte contre la toxicomanie, de mettre plus de moyens, et ça malheureusement, ça fait défaut. Ouais. Rapidement, Sarah Turine, parce que je voudrais passer aux enjeux politiques. Très rapidement, donc moi, je rejoins Dirk Debloc sur le fait qu'au niveau de la sensibilisation, la commune doit augmenter les moyens. Il y a un travail de prévention qui est fait parce qu'il y a une équipe qui travaille avec les usagers de drogue. On a également formé les gardiens de la paix à faire des maraudes pour pouvoir approcher les usagers de drogue dure. Mais par contre, dans les écoles, il faut des moyens supplémentaires pour sensibiliser à la question de la consommation de drogue de manière générale. Il faut renforcer. Ce sont essentiellement des écoles maternelles et primaires. Alors je voudrais
voudrais passer au thème suivant. Dans les écoles secondaires, nous avons aussi cette Je voudrais passer au thème suivant concernant les enjeux politiques. Je vous fais un petit topo sur le temps de parole, puisque vos prises de parole sont chronométrées. Monsieur Elkanous et Madame Skepman, vous avez à peu près 1 minute d'avance en temps de parole, donc je vous demanderai si c'est possible d'être plus bref. On va passer aux enjeux politiques. Catherine Moreau, on se souvient du coup de tonnerre de l'éviction du Majorat après les élections de votre papa, Philippe Moreau. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche aujourd'hui de votre part? Non, ce n'est pas un sentiment qui m'habite. Je suis la candidate bourgmestre d'un projet. C'est le projet du Parti socialiste qu'on a pris plus d'1 an à construire avec les habitants. On a notamment réalisé des cafés citoyens dans chaque quartier. On a une approche extrêmement originale puisqu'on a une approche non seulement transversale, mais une approche par quartier. C'est ce projet-là que je porte. Et demain, quand on a vu la guérilla à certains moments menée par le Parti socialiste au conseil communal, on imagine qu'il doit tout de même rester des traces, des cicatrices de cet événement-là de 2012. Mais je pense qu'on a eu un début de législature effectivement mené peut-être dans cet esprit, mais que depuis les choses se sont apaisées. Je ne décrirais pas ça comme ça aujourd'hui. Et donc une majorité avec Madame Skepman, c'est envisageable aujourd'hui? Alors je pense que la majorité demain, que moi je souhaite mener, c'est une majorité de progrès. Et donc c'est une majorité d'abord, c'est une majorité à mon avis d'abord basée sur la convergence des programmes. Et si je dois le décrire comme ça, c'est certain que le programme de Madame Skepman, ce n'est pas le programme le plus convergent avec le programme du Parti socialiste. Mais Madame Skepman, vous imaginez pouvoir vous allier avec le Parti socialiste au vu de ce que vous venez d'entendre il y a quelques secondes après Moi je les élections. rappelle brièvement qu'au lendemain des élections, ce n'était pas un hold-up de la part de la majorité actuelle, dans la mesure où il y avait un siège de différence entre le PS et le MR. Pour le reste, j'estime que le programme de la liste de la bourgmestre, c'est un programme progressif, progressiste. C'est pas du tout un programme conservateur, et que toute la politique, tous les projets qui ont été menés pendant ces 6 années ont montré, bien au contraire, qu'il y avait une volonté de changement, une volonté de renouveau pour la commune. Alors, Sarah Turine, il y a eu des frictions au sein de cette majorité, on ne va pas le cacher. Quand on voit votre discours maintenant, on sent presque parfois un discours d'opposition. Est-ce que vous êtes prêt à la même alliance où vous dites les jeux sont ouverts et nous on va tout à fait libre aux élections? Alors il y a eu des divergences, certes, et ça c'est encore heureux, c'est la démocratie, mais le débat, elles ont été publiques. Mais le débat a toujours été possible, et dans 99% des cas, le respect a toujours été là aussi. Donc nous avons pu travailler, et moi j'estime que les priorités que nous avions amenées, les compétences que nous avons obtenues en 2012, nous avons vraiment pu travailler dans le sens de l'écologie politique. Quand Madame Moreau dit, moi je préférerais une majorité progressiste, vous répondez quoi? Vous lui dites pourquoi pas? Ce que je réponds, c'est que nous avons les mains libres aux élections, que nous avons bien travaillé dans la majorité actuelle, mais qu'une autre majorité est également possible, parce que ce qui compte, c'est le scrutin du 14 octobre. Pourquoi? Bien entendu parce que c'est la démocratie, mais aussi parce qu'on est une commune qui a énormément bougé en 6 ans de temps. Non seulement c'est une commune qui a connu un bouleversement politique en 2012, mais c'est une commune qui a connu un très gros bouleversement avec tout ce qui s'est passé autour des attentats, et je pense qu'il est très important d'entendre le message que les électeurs vont poser le 14 octobre. Alors, Monsieur Elkanous, je vous ai lu, vous êtes prêt à dire, Banco, on reprend avec les mêmes partenaires. Mais d'abord, je vais rappeler ce que certains de mes collègues ont dit. Moi, je crois qu'il est important de respecter le choix des habitants le 14 octobre, mais je pense que c'est très important, et ça va donner une indication. Mais en ce qui nous concerne au niveau du CDH-CDNV, effectivement, on estime que durant cette législature, nous avons fait un très bon travail avec cette majorité, et je pars du principe que quand une équipe fonctionne bien, si on peut continuer, évidemment, c'est notre priorité. Et pour vous, elle a bien fonctionné parce qu'il y a eu beaucoup de divergences. Pour moi, elle a très bien fonctionné, malgré les tourmentes que nous avons connues, malgré les difficultés rencontrées. Les sujets qui ont provoqué ces frictions sont, à nos yeux, des sujets mineurs. Oui. Alors, Monsieur Vossart, dans votre programme, vous dites nous souhaitons représenter une véritable alternative politique. Oui. Qui dit alternative dit changement. Ça veut dire qu'une alliance avec un de ces partis, a priori, c'est pas trop votre souhait. Là, vous réinterprétez. Alternative, c'est changement. Dans le mot alternative, je vais vous expliquer. Tout simplement, l'alternative, c'est un changement de méthode. Donc, au niveau des partenaires, je vais vous rappeler aussi les conditions dans lesquelles nous, défis, on pourrait participer à la majorité. On pourrait prendre nos responsabilités. C'est avant tout, j'entends le choix des électeurs, mais c'est surtout de voir quels sont les partis qui auront été soutenus, qui n'auront pas été sanctionnés. Et donc, évidemment, que l'alternative, c'est basé sur le
projet et la méthode que nous voulons mettre à long terme. De quel projet vous sentez-vous le plus proche? Écoutez, moi j'ai lancé des pistes sur notamment une diminution de l'impôt des personnes physiques, le retour, on parlera de la propreté, mais le retour aux services encombrants à domicile, la question des recherches d'emploi, on en parlera, mais il y a tous des éléments qui sont importants à nos yeux, qui doivent se retrouver dans un accord de majorité. Donc aujourd'hui, je pense que ce que nous mettons sur la table, eh bien, c'est des éléments sur lesquels les autres partis n'ont qu'à se prononcer. Et on verra avec qui on pourra travailler. Vous pourriez avoir un rôle de pivot dans la mise en place d'une majorité. Vous avez lu les différents programmes. De quel programme vous sentez-vous le plus proche? J'ai surtout écouté les préoccupations de la population, les citoyens molenbeekois. Et dans le programme de défi, il y a ces préoccupations, en tous les cas celles que j'ai entendues. Par contre, nous n'irons pas dans une majorité à tout prix. Nous allons prendre nos responsabilités si nous considérons que les enjeux que nous mettons en avant sont repris et que les autres partenaires seraient également soutenus. Alors, Monsieur De Blocq, c'est la question qu'on pose traditionnellement au PTB dans un débat. Est-ce que vous êtes prêt à aller au pouvoir et à Molenbeek en particulier? Pour apporter notre projet, oui, clairement. Mais on doit être clair. Le PTB veut qu'il y ait une rupture avec les politiques actuelles. Et donc, les alliances ont changé dans les dernières 20 années, mais la politique n'a pas changé fondamentalement. Et donc, si on voit que depuis 11 ans, les loyers flambent à Molenbeek, il faut stopper cela. Et donc, le PTB va mettre quelques points de rupture comme condition pour entrer dans une majorité. Une est de baisser les loyers. Ça veut dire qu'un règlement communal doit être voté où chaque nouveau projet immobilier, c'est une compétence régionale que, en fait, la commune peut prendre. Chaque nouveau projet immobilier doit au moins avoir un tiers de logements à loyer social ou modéré. On doit aider les familles, on doit soulager les familles. Et un deuxième point, il ne faut pas m'interrompre, vous devez connaître vous-même les lois régionaux et donc les ordonnances. C'est une compétence de la commune. Deuxièmement, il faut stopper l'austérité communale. C'est vraiment important, parce qu'il y a je l'ai appelé la majorité de la gratte, donc les gens qui partent en pension ne sont pas remplacés. Et donc, par exemple, diminuer le nombre d'infirmières dans le home du CPS, ça sera sans le PTB. Augmenter encore les garderies comme on a bien fait, compris que ce ne sera pas avec les partis de la majorité, si je vous ai bien sans compris. Le PTB. Oui. Et donc, le PTB est prêt à négocier sur ces conditions-là, effectivement, et à investir dans l'enseignement, parce que dans nos écoles, on va parler de l'enseignement, voilà, mais j'y reviendrai. Une petite réaction tout de même, majorité de la gratte, vous répondez quoi, Sarah Thury? Mais écoutez, moi, j'étais en train de me dire que je ferais bien le calcul des besoins financiers selon le programme du PTB. Je ne sais pas comment le PTB va faire pour mettre en place ces mesures sans aller chercher de l'argent. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de toujours critiquer la majorité. Nous avons été dans une situation financière qui était catastrophique suite au fait qu'on n'a pas fait attention à la manière de gérer l'argent public par le passé. Et donc, oui, nous nous sommes retrouvés dans une situation de devoir assainir les finances. Et donc, il a fallu prendre des mesures, certes, qui n'étaient pas agréables. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons permis de sortir de cette période difficile et que, bien entendu, qu'il ne faut pas que s'il y a encore de l'argent à aller chercher, c'est dans la poche des plus nantis, ça c'est évident. Ouais. Alors l'héritage du passé, ça renvoie à la gestion socialiste de la majorité précédente, avec le MR aussi, d'ailleurs. Donc votre réponse, Madame Moreau? C'est l'échevine actuelle des ressources humaines qui fait partie du MR. Qui gérait les finances à la dernière législature. Et ici, j'ai un article où elle explique... Montrez-le bien, parce qu'on ne le voit pas très bien. Voilà, on ne saura pas le lire, de toute façon, mais où elle explique en 2009, in tempore non suspecto, que tout va excessivement bien dans les finances molenbeekoises. Alors, si il y a... la veille des élections. Allez un peu interroger votre père. Il y a un péché de la finance molenbeekoise, à tous les coups, il ne peut pas être imputé au seul Parti socialiste, s'il y en a un. Ça, c'est très évident. Oui. Madame Skepmans, c'était une de vos compétences, dit Catherine Moreau. De son parti. De son parti, oui. C'était... Voilà, il y avait un échevin des finances qui était étiqueté libéral, mais je peux vous dire que c'est une ambiance qui a été faite sur le plan financier dans cette commune. À savoir, ce qui explique le déficit, c'est que pendant des années, on a
fait des projets pour lesquels on devait recevoir des subventions et on allait même plus loin dans les projets. C'était parfois des projets qui étaient emblématiques et qui étaient extrêmement positifs, mais on n'a pas budgété ces projets. Et donc, on n'a pas reçu les subventions, on n'a pas reçu les finances, mais finalement, toutes ces dépenses restaient dans le budget au lieu d'être mises dans les comptes. Et ce n'est... Et c'est vrai que la personnalité, la force de l'ancien bourgmestre proche de la région bruxelloise a permis pendant des années de ne pas mettre en évidence ces budgets non perçus et finalement qu'on a dû, au changement de majorité, mettre dans les déficits. Alors c'est ça qui explique. Je voudrais qu'on arrête là sur le passé pour qu'on parle des perspectives d'avenir. Mais vite, un petit mot, M. Vossart et M. Debloc, vous me demandiez la parole. Ouais. Si on veut parler des finances communales, il faut savoir qu'aujourd'hui, la commune a reçu une dotation régionale de quasiment 8 millions d'euros pour pouvoir réinvestir et faire en sorte qu'on puisse se relancer. Et je pense que l'enjeu pour le futur, c'est d'avoir vraiment un plan d'investissement, notamment dans les écoles, mais aussi, je l'ai rappelé, dans le cas des personnes physiques, c'est-à-dire l'impôt. Parce qu'aujourd'hui, notre commune est devenue une des communes les plus taxées. Et ça, on doit revoir absolument cette tendance, tant au niveau des acteurs économiques, dont des commerçants, mais aussi au niveau des propriétaires, puisqu'il y a eu une augmentation du précompte de 17%, je le rappelle. Donc il faut trouver des solutions à long terme pour éviter que ce soit les Molenbeekois qui doivent payer cette facture. Monsieur Debloc, oui. Et puis on passe à l'enjeu de la propreté qui est très, très important. D'abord, il y a un choix à faire, où on fait porter le poids du financement sur la population, ce qu'on a fait, où on choisit d'alléger les familles. Et donc, les loyers ont augmenté de 260 € par mois en 11 années. Ce qu'on propose, ça ne coûte pas nécessairement quelque chose à la commune. C'est en fait augmenter le niveau des charges urbanistiques qui sont en règle une application dans la région. Donc la région le fait. Les communes le font déjà maintenant, on demande d'être plus exigeant, c'est tout. Ouais. Alors si vous le voulez bien, on arrête sur ce thème-là pour passer au thème de la propreté qui reste un gros problème dans la commune, un peu partout. C'est vrai, par exemple à la rue Van den Perenboom, dont on va peut-être parler, mais c'est dans plein d'autres endroits de la commune. La commune n'a pas réussi à résoudre cette problématique, ni la majorité qui précédait d'ailleurs. Alors on en parlait ici aussi sur Anderlecht. Demain, Madame Moureau, vous êtes dans une majorité. Qu'est-ce que vous faites pour tenter de régler ce problème d'incivilité persistant à Molenbeek ? Oui. Il faut certainement accentuer la politique répressive, mais il faut aussi une grande campagne de sensibilisation. En ce qui concerne l'organisation des services, c'est très important. Nous voulons réinstaurer le service de collecte des encombrants à domicile. Et nous voulons également... Donc faire doublon avec ce qui existe à la région. Nous voulons, oui, c'est important parce que nous avons une population qui a peu de voitures, nous avons une population qui ne se déplace pas forcément facilement, aussi des personnes plus âgées, des logements plus petits, beaucoup de déménagements, donc on a beaucoup d'encombrants à Molenbeek. Et alors il y a la problématique des dépôts clandestins. Donc là, nous voulons absolument une équipe d'intervention d'urgence pour les dépôts clandestins. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il faut revoir la manière dont fonctionne le service pour pouvoir avoir une équipe mobile qui, en lien avec un call center, peut immédiatement aller à la fois chercher des encombrants et à la fois intervenir sur les dépôts clandestins. Alors, Monsieur Vossart, hier à Anderlecht, les candidats nous disaient on n'a pas de baguette magique. Est-ce que vous avez une solution miracle ou pas ? Non, mais il faut... Voilà, c'est important de le dire, on n'a pas de solution miracle. Et la propreté à Molenbeek, c'est malheureux, mais il y a eu une étude qui a été réalisée par Testachat qui disait qu'on est dans les 3 communes les plus sales de la région. Et moi, j'ai envie aussi de parler de ce qui se passe ailleurs, comme par exemple Bordeaux. Bordeaux, ils ont développé des opérations de quartier propre. Donc en 48 heures, ils nettoient leurs rues avec les services de voirie et c'est une initiative qui permet d'avoir un bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi ? C'est des rues propres, certainement, mais c'est aussi le vivre ensemble, c'est faire participer également la population. Donc il y a les services de voirie qui interviennent, bien entendu, mais c'est d'être dans une responsabilité partagée. Et ensuite, oui, il y a les services encombrants à domicile parce que il y a cette demande de la population, parce qu'il y a eu le développement des containers mobiles. Et ces containers mobiles ne répondent pas, elle est intéressante, mais elles ne répondent pas entièrement à la demande des citoyens, c'est d'avoir un service de proximité. Donc c'est évidemment une mesure qu'il faut réintroduire. Et enfin, et ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est, vous voyez l'application Fix My Street qui permet il y a un incident, il y a un dépôt clandestin par exemple, on en parlait, le citoyen peut alerter la région, voire la commune. Nous, on voudrait que ce soit justement un gestionnaire
dans la commune qui se charge de ces incidents, qu'on puisse alors avoir une équipe d'intervention qui fasse ce suivi. Parce que c'est important d'avoir un suivi dès qu'il y a un citoyen qui nous alerte, qui participe à la propreté de sa commune, et bien qu'il y ait un suivi au niveau des services communaux. Alors Sarah Turine, vous parlez dans votre programme de désigner dans chaque quartier des ambassadeurs propreté. En quoi ça va améliorer les choses, ça, selon vous ? Parce que la propreté publique, c'est une responsabilité collective. Donc les services publics doivent être améliorés. On a renforcé les équipes, mais ça ne suffit pas. Il faut augmenter le nettoyage des rues, notamment le week-end. Il faut, je pense aussi, relancer le service de retrait à domicile. Quand on vous dit les services sont mal organisés, vous dites quoi ? Je ne pense pas qu'ils soient mal organisés. Je pense qu'il faut continuer de les renforcer. Les équipes sont encore trop peu nombreuses par rapport à un territoire qui est grand et par rapport à des quartiers qui sont très densément peuplés. Donc des efforts ont été faits mais qui sont insuffisants. Mais par contre, il faut effectivement travailler aussi à la sensibilisation parce que, je l'ai dit, c'est une responsabilité collective et que les services publics viennent en appui de dynamiques collectives dans les quartiers, notamment avec des ambassadeurs de quartier qui pourraient mobiliser le quartier autour de ces thématiques-là. Il y a des gens qui ne demandent pas mieux en fait parce que je pense que tout le monde souhaite que son quartier soit plus propre et que vraiment les services viennent alors en appui. Une autre idée, en plus de toutes les idées qui ont déjà été lancées, c'est de réfléchir à des projets pilotes pour des containers pour les sacs poubelles, parce que dans des quartiers qui sont très densément peuplés, les sacs poubelles qui s'entassent amènent d'autres types de déchets et donc on doit aussi réfléchir à certains nous ont dit projets. sur ce plateau, certains candidats nous ont dit que c'était compliqué pour les personnes âgées de mettre ces sacs dans des containers, mais pourquoi pas le tester. Vous, Monsieur Elkanouz, vous parlez d'augmenter les amendes en cas d'infraction en matière de propreté. Donc vous voulez vraiment une politique répressive beaucoup plus forte. Vraiment une politique équilibrée entre la prévention. Donc les amendes ne sont pas assez fortes pour l'instant. Par rapport à certains types de pollueurs, je pense qu'il y a des mesures beaucoup plus drastiques à prendre. Je pense ici évidemment aux pollueurs professionnels, parce que vous avez évoqué la rue Van de Peyreboom. Ouais. Nous avons régulièrement et pratiquement tous les jours des PV sont dressés grâce à je dirais, une politique répressive qui est menée. Et malgré ça, on a du mal à faire reculer ce fléau. Et il s'avère que nous avons des pollueurs professionnels qui viennent d'autres communes, même parfois en dehors de Bruxelles. Et ces gens-là, je pense qu'il faut modifier la législation parce que ce sont des gens qui, généralement, font des gros dépôts. En matière de prévention, je rappelle qu'il y a des actions ciblées, quartiers propres, qui sont menées régulièrement par des associations en collaboration avec la commune et que, en général, lorsque ceci se déroule, ça donne des très bons résultats. Et nous avons aussi eu énormément d'investissements dans la modernisation du matériel utilisé pour le nettoiement de nos rues. Mais je pense que c'est une politique globale, équilibrant la prévention et la répression pour qu'on puisse faire reculer ce fléau. Oui, Monsieur De Blok, il y a beaucoup d'idées qui ont déjà été lancées. Est-ce que vous les reprenez à votre compte ou vous avez c'est bizarre d'autres... qu'il y a une idée qui n'a pas été citée, c'est-à-dire qu'il faut investir du personnel. Bêtement, ça a été dit. Ça a été dit. Pas seulement bêtement, quand on voit l'état de certaines poubelles dans nos parcs, les vider 2 fois par semaine n'est pas suffisant. Il faut les vider tous les jours s'il faut, parce que Molenbeek est densément peuplé. On voit que le ramassage des encombrants, dans le passé, 1 fois par mois, à un endroit fixe, ça fonctionnait, c'était collectif, et je pense que ça répond à un besoin que les Molenbeekois ont, c'est-à-dire la moitié des Molenbeekois n'a pas de voiture, n'a pas motorisé, et donc ne sait pas se déplacer vers les parcs conteneurs. Et finalement, je pense qu'il faut passer vers des conteneurs de tri souterrains, comme ça se passe dans certaines villes. C'est propre. Et en tout cas, ça permet aux gens de se déplacer de leurs poubelles quand ils veulent et quand ils en ont besoin. Oui, Madame Moreau, très rapidement, et puis je donne la parole à... Je voulais juste signaler qu'on a un nombre de poubelles par quartier qui est très très différent d'un quartier à l'autre. Il y a des quartiers où il nous faut absolument investir en mettant des poubelles, et ça c'est très très important. Donc quel quartier? Les quartiers du bas de la par commune, exemple, le quartier maritime. Le quartier maritime, c'est très évident. Ouais. Une des propositions que nous défendons au CDH et au CDNV, c'est l'installation de déchetteries provisoires sur la friche de la rue Van de Peyreboom. Nous avons essayé, en prenant langue avec la région durant cette législature. Si malheureusement nous avons une fin de mais le terrain ne nous appartient pas. Mais justement, donc nous savons que dans les années, voire les 10-15 ans à venir, il n'y aura rien de concret qui va sur ce terrain. Donc on pourrait faciliter la vie aux Molenbeekois en y installant une déchetterie provisoire. Et je pense que c'est tout à fait réalisable à moindre coût. Il faut juste un peu de volonté politique. Ouais. Alors Madame Skepmans, c'était une de vos compétences, une des compétences du MR, la propreté, depuis déjà pas mal de temps. Alors qu'est-ce qui fait que ce que vous avez mis en place, puisqu'effectivement des efforts ont été faits, ça a été souligné, ça n'a pas fonctionné ou en tout cas pas assez fonctionné?
on l'a souligné, il y a 3 communes qui ont des difficultés, c'est Anderlecht, Schaerbeek et Molenbeek, parce qu'elles ont le même type d'urbanisation. Ce sont des grandes communes avec des quartiers densément peuplés. Donc, je pense que c'est une problématique beaucoup plus générale. Il y a des mesures qui ont été prises, notamment maintenant, il y a un service propreté qui fonctionne le week-end, le samedi et le dimanche, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il y a, en ce qui concerne la suppression à domicile, évidemment, c'est très séduisant de se dire on va chez les particuliers pour reprendre leurs encombrants, comme le fait Bruxelles Propreté. Mais on a constaté que le rendement était extrêmement faible, qu'on monopolisait des ouvriers qui, à notre sens... Mais, à notre sens, sont plus efficaces dans la rue. Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour les containers enterrés, pour plus de poubelles. Parfois, ce sont les habitants eux-mêmes qui demandent qu'on l'enlève, mais ça a un coût. Ça a un coût. Et si on a le soutien de la région bruxelloise pour ce type de politique, moi, je suis la première à dire oui. Une réponse rapide une réaction rapide, parce que je voudrais parler de l'enseignement encore et du logement, donc il y a beaucoup de thèmes, s'il vous plaît. Rapidement, Madame Moreau. Mais tout simplement, je pense que si on organise effectivement une équipe d'urgence pour les dépôts clandestins, cette équipe, en surplus, peut très bien aller avec le même camion chercher les encombrants quand c'est planifié. Donc là, c'est plutôt l'équipe d'urgence dépôt clandestin qu'il faut mettre sur pied et ensuite, corollaire, aller à domicile récolter les encombrants. Non, les dépôts clandestins sont ramassés très rapidement, hein. Malheureusement. Il y a des dépôts, mais dans les 2 jours qui suivent, ces dépôts sont ramassés. Je réponds juste à ça, que je pense que dans votre programme même, vous avez mis une brigade d'intervention dépôts clandestins. Donc je pense que ça signifie que vous êtes d'accord qu'on c'est quelque chose d'utile. Oui, alors on peut arrêter sur... Vous voulez juste 5 secondes, parce qu'après je voudrais passer à l'enseignement, c'est très important. Je pense que les services encombrants à domicile, c'est une nécessité. Et 2, c'est qu'au niveau des moyens, il faut rappeler que la dotation régionale a doublé depuis 2015. Donc des moyens supplémentaires, c'est 800 000 € par année. Donc on peut continuer et compter notamment sur cet investissement de la région. On a investi notamment dans des boutons, dans des camions. Alors, on va évoquer, si vous le voulez bien, la question de l'enseignement et la question de la gratuité de l'enseignement. Vous avez là d'entrée dure dans votre programme, Monsieur De Blocq, vous parlez d'une exclusion de 1000 enfants en rendant les garderies payantes. Pour vous, ça a été une catastrophe, ces garderies payantes ? C'était pas une catastrophe, c'est toujours une catastrophe. C'est-à-dire que quand on voit qu'à Molenbeek, le niveau... Les résultats du CEB dans les écoles molenbeekoises, c'est 10% en dessous de la moyenne de la communauté française. C'est à cause des garderies payantes. Ça veut dire qu'on ne va pas résoudre ce retard en coupant dans tous les moyens qu'en fait un enfant a pour s'émanciper, pour s'épanouir et peut-être encore apprendre quelque chose d'utile. Et donc, c'est sûrement pas en coupant, effectivement, par exemple, la possibilité à 1000 enfants de participer à un accueil extrascolaire. Ce n'est pas en augmentant les tarifs des transports scolaires, ce n'est pas en tentant de supprimer des cours de natation. Le PTB propose d'investir prioritairement dans la majorité qui suit dans l'enseignement. Un professeur extra par école. Pourquoi ? 1, pour permettre un soutien scolaire après les cours, et 2, pour permettre de remplacer des professeurs absents, parce qu'actuellement, ça prend parfois des mois avant qu'ils soient remplacés. Alors Sarah Turine, vous dites dans votre programme, on veut augmenter de 50% en 3 ans le budget dédié aux écoles, mais on ne comprend pas quand vous parlez maintenant d'augmentation de budget qu'on a pu à certains moments supprimer la gratuité. On parle de 2 choses différentes. Nous, on veut surtout donner des moyens pour que l'école, pour que les heures scolaires puissent permettre un accompagnement plus qualitatif de nos enfants. Et donc effectivement, pour répondre à la question de la réussite du CEB, qui effectivement est moins bonne à Molenbeek que dans d'autres communes. La question de la garderie scolaire... Donc la garderie n'était pas qualitative, c'est ce que vous dites. La question de la garderie scolaire, une fois pour toutes, nous étions dans l'illégalité. Parce qu'une commune n'a pas le droit d'offrir le service de garderie aux écoles de son réseau si elle ne l'offre pas aux écoles du réseau libre. La commune est en difficulté financière, elle n'avait évidemment pas les moyens de payer la garderie aux écoles du libre. Donc oui, nous devions faire payer. Par contre, nous proposons, maintenant que la commune a retrouvé un certain niveau financier, nous proposons de rendre gratuite la garderie du temps de midi, parce que même si la communauté française considère que ce n'est pas de l'heure scolaire, nous considérons qu'il est important que l'enfant puisse passer toute la journée à l'école, peu importe les moyens financiers et peu importe si les parents sont là ou pas. Catherine Donc oui, Moreau, dans votre sur programme, les garderies de midi. Vous parlez aussi à la mise en œuvre d'une véritable gratuité de l'école, matériel scolaire, dites-vous, activités culturelles et sportives, sorties scolaires, garderie, accueil extrascolaire et études dirigées à l'école.
ça risque d'être lourd financièrement. Ça. Alors, nous avons budgété concrètement 2 mesures. Ce sont celles que nous voulons mettre en œuvre le plus rapidement. Il s'agit de la garderie du midi gratuite. Parce que la garderie du midi payante, dans la situation que connaît Molenbeek, c'est-à-dire des familles qui ont vraiment du mal au bout du mois à nouer les 2 bouts, voire sont déjà endettées, cette garderie du midi, elle produit 2 effets. D'abord, au fond, moins de liens sociaux pour les enfants et surtout un esclavagisme des mamans à l'école, puisque pour économiser une rawette, en fait, elles sont les esclaves de l'école, elles doivent venir chercher leur bout de chou à midi, manger parfois le sandwich devant l'école, sur un banc et le reconduire. Ça, pour nous, ça n'a aucun sens à Molenbeek. Donc, première mesure, garderie gratuite à midi. Deuxième mesure, très importante, très rapidement, nos enfants prennent du retard parce qu'ils ne savent pas faire leurs devoirs à la maison. Il y a des devoirs. Les parents aiment les devoirs. Et malheureusement, certains enfants ne peuvent pas être accompagnés. Nous voulons 1 heure à l'école, encadrée avec un professeur dans chaque école à Molenbeek. Ça, Madame Skepmans. ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est faux, Madame Skepmans. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est énorme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Je voudrais Ce n'est rappeler pas vrai. que précédemment, il y avait la garderie gratuite et puis il y avait l'étude payante. Et donc, les parents qui avaient la volonté ou les moyens mettaient leurs enfants à l'étude payante. Aujourd'hui, c'est le même régime pour tous les enfants. Il n'y a plus d'études payantes, il y a des garderies qui sont encadrées avec des programmes d'accompagnement. Il y a dans plusieurs écoles à Molenbeek, Scola ULB qui accompagne les enfants, notamment pour préparer leur CEB. Nous avons le projet TADA, qui s'est installé également à Molenbeek, rue de Bonne, et qui vient le samedi. Nous avons des enseignants, des instituteurs qui accompagnent les enfants après l'école et qui sont rémunérés par la commune. Peut-être dans quelques écoles où des enfants, des conseillers et des échevins vont. C'est tout à fait inacceptable de laisser entendre qu'on parquerait les enfants dans des garderies répondez à la critique. Et moi, je voudrais... Oui, mais répondez à la critique de M. Debloc qui dit que c'est dans quelques écoles où les enfants des échevins vont. Il faut rester sérieux. Je vous défie, Madame Skepmans, d'aller raconter ça devant l'école 10 et devant l'école 1. Je vous défie. Voilà, c'est tout à fait inexact. Il y a Scola ULB à l'école 1. Attendez, terminez et puis on vous laisse répondre. C'est très important de préciser. Moi, j'ai entendu dans le reportage que les habitants disaient qu'à Molenbeek, il y avait beaucoup d'activités qui étaient proposées. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées à tous les âges, à toutes les générations et dans tous les quartiers, y compris dans l'accompagnement extrascolaire, dans toutes les activités parascolaires et notamment culturelles. Je pense que vous avez bien compris, Monsieur Elkanous. Ça me semble tout à fait essentiel de le rappeler. L'enseignement pour nous est je dirais, une matière et un sujet fondamental. Ouais, mais quand on vous dit aller voir certaines écoles... Je trouve que ce sont des accusations qui sont graves et qui sont... Il y a des écoles avec des gardiens devant l'école. Ce que vous venez de dire précédemment est totalement faux et c'est vraiment de la diffamation. Oser dire qu'on mène certaines politiques parce que des enfants d'échevins se trouvent dans ces écoles-là, c'est très grave. Alors, il ne faut pas dire des bêtises, monsieur Debloc. S'il vous plaît, dites des choses qui sont sensées, mais si vous dépassez la limite, vous dites des choses qui ne sont pas correctes. Ce qu'il faut, si je peux terminer, c'est très important, venons-en à l'essentiel, parce que moi, des accusations comme ça... Allez-y, allez à l'essentiel. Plaisir à la galerie, je ne peux pas les accepter. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que nous, l'enseignement est fondamental pour nous. Pouvoir renforcer, évidemment, une équipe mobile, on l'a dit. On a des écoles où parfois, il est pour nous très compliqué de pouvoir remplacer un professeur, renforcer cette équipe pour que, dès le moment où les premiers jours, le professeur est absent, pouvoir envoyer directement, faire en sorte que les écoles puissent avoir des classes avec moins d'élèves et cet accompagnement durant cette heure qui est très importante qu'on développe dans toute une série d'écoles, monsieur Debloc, vous en déplaise, c'est-à-dire une école de devoir gratuite pour l'ensemble des élèves. Je voudrais qu'elle soit généralisée pour l'ensemble de nos écoles. Oui, alors, monsieur Vossard, vous n'avez pas encore pris la parole sur le sujet. C'est un sujet... Alors, vos propositions par rapport à cette gratuité, oui ou non, ou gratuité seulement sur à certains moments? Je vais vous répondre, mais juste au niveau de la remédiation, ça c'est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des associations qui luttent contre le décrochage scolaire, avec lesquelles on peut organiser des partenariats. Et donc, évidemment, il y a des investissements de la commune, mais il y a aussi déjà des partenariats qui peuvent être tissés
dans ce cadre-là et j'entends qu'on peut avoir un consensus sur l'accompagnement des enfants qui sont déjà dans les difficultés. C'est important de déjà pouvoir systématiser et généraliser ce système de remédiation immédiate dans toutes les écoles. Et donc je n'entre pas dans ce jeu où on dénonce, non, je veux que oui, pour l'avenir, on ne parle plus d'une école ou d'une autre, c'est de toutes les écoles d'avoir un système de remédiation immédiate, un système où on accompagne les enfants quand ils sont en difficulté et c'est normal parce que je ne voudrais pas, comme on l'entend souvent... Sur la question de la gratuité, c'était la question, et rapidement s'il vous plaît. C'est que les parents ne puissent pas mettre leurs enfants dans nos écoles à Molenbeek. Voilà, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Par rapport à la gratuité, il y a bien entendu cette question de la gratuité qui peut avoir des répercussions sur la qualité de l'encadrement, c'est ce qu'on nous a expliqué. Mais je vois qu'ici, il y a une absence d'évaluation par rapport à cette mesure. Et je crois que pour l'avenir, il faut absolument, si on peut assurer la gratuité, si on peut le faire dans les marges budgétaires disponibles, il faut y aller parce que l'enseignement est un droit, est un accès fondamental. Par rapport à la garderie, ce sont des obligations scolaires, c'est l'obligation scolaire qui doit être revue. Et donc Madame Moreau, vous me demandiez la parole depuis longtemps. Mais ce n'est pas au détriment du qualité d'encadrement. On vous a compris. Madame Moreau, vous me demandiez la parole. Je pense tout simplement que l'école mérite mieux que ce que cette majorité a fait pendant 6 ans. Tant en termes de nombre de places accessibles en maternelle et en primaire, tant en termes de qualité qu'en termes de gratuité. Et pour nous, c'est notre priorité numéro 1. Demain, si le Molenbeekois nous font confiance, c'est l'enseignement et la jeunesse. Madame Moreau, la garderie payante, nous l'avons décidé à l'époque où votre père était bourgmestre. Ah bon, ben ça, je tiens à le rappeler. Je tiens à le rappeler. C'était dès 2008-2009. Moi, je n'ai vu ça nulle non, mais part. je vous assure, vous venez d'arriver à Molenbeek, je peux le comprendre. Je vous invite à aller voir les archives de C'est bizarre collège. parce que les parents me disent aussi que c'est avec vous que c'est arrivé. La gratuité de l'obligation scolaire, elle est inscrite dans la Constitution. Oui. Vous avez une majorité PSMR à la communauté française. Si demain vous voulez, vous êtes capable, une majorité, ensemble, vous avez une majorité potentielle de voter ensemble, que ça devient à la Fédération Wallonie-Bruxelles et que ça devient gratuit et Monsieur Debloc, si vous me permettez. Vous avez les clés en main, faites-le. Oui, Monsieur Debloc, effectivement, le MR n'est pas dans la majorité à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez une majorité potentielle. Voilà. Ensemble, vous avez assez de voix pour voter ça à la communauté française. S'ils veulent, s'ils se plaignent à l'échelle communale qu'ils n'ont pas l'argent et que ce n'est pas un temps horaire, vous avez la capacité de le changer. Je vais devoir vous arrêter, Madame Moreau, et puis on va devoir terminer. J'aurais voulu encore évoquer le logement, mais on n'aura pas le temps, hélas, rapidement. Très simplement, la priorité de la gratuité, on est en train, au PS national, c'est-à-dire pour toute la Belgique francophone, de mener une grande campagne au sujet de la gratuité scolaire. C'est pour nous une priorité. Madame Turine, oui. Je vous vois souffler là. Mais oui, mais parce que effectivement, je pense que pour tout le monde, l'enjeu numéro 1, c'est la question d'améliorer la qualité de nos écoles. Nos enseignants font déjà un travail formidable. Il faut leur donner des moyens supplémentaires parce que la réussite à l'école, c'est la réussite dans la société. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Après, effectivement, nous pensons qu'il faut également aussi permettre d'améliorer en apportant d'autres types de méthodologies au sein des écoles pour que ça corresponde aux besoins de tous les enfants. Voilà, je suis hélas obligé d'arrêter là. Je voulais encore vous parler de logement. J'avais aussi beaucoup de questions à vous poser sur la mobilité. Vous en débattrez peut-être ensemble plus tard. Ou alors je vous renvoie à vos différents programmes. Merci d'avoir assisté à ce débat. Et puis demain, pour le dernier débat de la semaine, on se rend à Berchem-Sainte-Agathe. Très bonne soirée à tous.